fois encore, merci de nous suivre sur Guinée News TV. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ancien Premier ministre, l'ex-Premier ministre sous la transition ici en Guinée. Il est le secrétaire général de l'Union du peuple guinéen, Union pour le progrès de la Guinée, UPG. Il fait bien de le rectifier et c'est avec lui que nous sommes ici. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte du siège ici à Kamilia. Nous allons avec lui parler de l'actualité du moment. Nous allons revenir sur la transition. Nous allons aborder plusieurs sujets avec lui et je vais déjà commencer par le présenter. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici. Merci. D'abord, je vais déjà commencer par savoir quel est l'état de santé du secrétaire général de l'UPG, comment vous vous portez aujourd'hui? Je me porte bien, j'ai eu un petit moment de passage à vide, puis mon médecin m'a pris en charge en Suisse et il m'a rétabli dans l'état initial de ma santé. Et je suis prêt à tous les combats. Voilà. Merci de nous recevoir encore. Nous allons déjà partir dans le vif du sujet. Aujourd'hui, une année, un peu plus d'une année après l'élection du président Alpha Condé à la tête de la Guinée, quel bilan faites-vous de sa gestion? J'avais dit à des journalistes qui étaient venus me poser la même question que dans un pays compliqué comme la Guinée, quelle que soit la promesse du candidat, il ne faut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'il présente un bilan cohérent en 6 mois, ni en 1 an. Parce que le temps de s'habituer à l'appareil d'État, le temps de renouer avec les partenaires, il s'écoule une certaine période qui ne permettent pas de poser des actes fondamentaux. Mais néanmoins, nous avons maintenant 1 année et demie. On peut se faire une idée de tâches promises et du niveau d'exécution de ces tâches pour le développement de la Guinée. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps et cela se répercute sur le travail du président. On aurait dû faire l'économie de tout cet tâtonnement à propos des élections et la CENI a été le goulet d'étranglement pour qu'il ait les mains libres et travailler. Donc les handicaps et les vides que l'on constate dans le bilan, notamment par rapport au niveau des investissements, par rapport à l'atteinte du point d'achèvement des PPTE, et le comptant n'est pas tout à fait bien rempli. Mais comme il lui reste encore 3 ans et demi, je pense qu'il va accélérer pour qu'il n'y ait pas de blanc dans le rapport de son bilan. Donc, en quelque sorte, il faut encore lui donner du temps pour pouvoir le juger à l'avenir. Il faut donner le temps ou s'il faut fixer le temps. Mais je constate que si on doit faire le bilan à ce stade-là, ce n'est pas bon. Mais comme il lui reste 3 ans et demi pour présenter un bilan au cours de son quinquennat, et je pense qu'il aura à cœur d'éviter les écueils qui retardent la mise en œuvre correcte de son programme. Et ces écueils-là, j'ai identifié un, c'est le problème des élections législatives. Ça a mené à des débats stériles suscités par l'attitude négative de la CENI et qui a fini par faire douter du président de la CENI et par ricochet du président. C'est pourquoi, dans ma conférence de presse, j'ai prié le président de ne pas considérer un fonctionnaire au-dessus des intérêts de la nation. Si un fonctionnaire, un ministre, un premier ministre est l'objet de rejet de la part de la population, il faut qu'il en tire les leçons pour qu'on ne fasse pas escale là où ce n'était pas prévu. Et donc, s'il le fait, la confiance va renaître entre les acteurs, il aura la sérénité nécessaire de se pencher avec beaucoup de rigueur sur son travail et je crois que la Guinée pourrait marquer des points. Vous m'avez coupé l'herbe sous les pieds, on allait venir à la CENI tout à l'heure, vous avez déjà commencé, donc nous allons continuer sur la CENI. Vous le disiez ici l'autre fois lors du point de presse, de façon implicite, qu'il fallait remercier Lousséni Camara, peut-être le proposer quelque part comme ministre, gouverneur. Quelle lecture aujourd'hui faites-vous de la situation de blocage actuelle? Je crois qu'il y a un début de déblocage puisque le président a pris un acte pour mettre fin au désordre
que constituait ce qu'on appelait la révision ou le recensement. Parce que ça s'est fait de telle manière que les acteurs intéressés n'avaient pas été associés. Et on ne peut pas faire de recensement dans le contexte législatif guinéen sans associer les partis. Parce que personne ne peut être candidat à des élections au niveau de la CRD, au niveau de la commune, au niveau du Parlement ou au niveau de l'institution présidentielle s'il n'est présenté par un parti politique. Donc, les élections en Guinée signifient la mise en œuvre du mouvement des partis politiques. Or, M. Lonseni avait dit qu'il n'a pas besoin de partis pour organiser les élections. Est-ce que c'est pour faire les élections avec les écoliers? Mais si c'est pour les élections pour désigner le Parlement guinéen, il est obligé d'agir, de se concerter avec les partis politiques. Et sa détermination, son obstination à exclure les partis du dialogue avec lui a créé une situation de blocage et il n'a plus la confiance des acteurs politiques. Donc, le président est élu pour s'occuper des intérêts de la République de Guinée. C'est au-dessus de la valeur intrinsèque de chacun d'entre nous ici. Au-dessus de M. Lonseni. Au-dessus du gouvernement. Parce que c'est pour l'intérêt guinéen que nous pouvons faire le sacrifice de nos vies. On ne peut pas le faire pour un individu. Donc ici, je pense que M. Lonseni a constitué un obstacle. Mais il a eu à un moment donné à rendre service à l'État. Et je ne dis pas de le jeter comme un citron pressé. Il y a une gamme de fonctions qu'il peut tenir, mais sans qu'il constitue un obstacle à l'organisation crédible, transparente et honnête des élections. Qu'est-ce qu'une élection transparente, honnête et crédible? C'est une élection dans laquelle rien n'est fait pour empêcher le décompte des voix déposées par les citoyens, chacun pour son parti. Toute voix déviée constitue une fraude, un vol, un rapt. Voilà. Un mot, disons, vous êtes du côté de ceux qui disent qu'il faut remercier Lonseni Camara. Il faut le remercier pas parce qu'on ne l'aime pas. Lui et moi, on vient de la même région. Donc la question de la sympathie entre moi et Lonseni ne se pose pas. J'ai des relations obligées avec lui. Mais je parle ici de l'intérêt de la République de Guinée, qui est au-dessus de notre région, qui est au-dessus de la Haute-Guinée, au-dessus du Fouta et de la Basse-Guinée. Et on ne peut pas mettre en péril les intérêts nationaux à cause d'un individu. C'est pourquoi je souhaite qu'il plaise au président de lui trouver un job honorable, mais qui ne continue pas à être un repoussoir pour les partis politiques. Ce n'est pas une question d'être opposition radicale ou du centre ou de la mouvance. La Guinée a besoin d'élections correctes pour la constitution d'un parlement crédible qui ne soit pas une simple chambre d'enregistrement. Parce que si c'est une simple chambre d'enregistrement, le président va y perdre son latin. Et le Parlement n'aura aucune crédibilité. À ce moment-là, la Guinée ne sera pas jugée au niveau exact où elle doit être jugée. C'est un pays de valeurs, que vous prenez l'armée, l'économie, les ressources du sol et du sous-sol. La Guinée est une promesse gigantesque. Et cette promesse-là doit être tenue. Mais elle ne peut être tenue que par des hommes libres, agissant en confiance les uns avec les autres. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'opposition radicale. Les Guinéens aujourd'hui aimeraient savoir de quel côté vous êtes, comment vous définissez-vous. À l'époque, on vous a connu un grand opposant au président Lansana Conté. Êtes-vous de l'opposition dite radicale? Êtes-vous de l'opposition dite constructive? Êtes-vous centriste? Aujourd'hui, on a du mal à vous définir. Comment vous définissez-vous vous-même? Lors de la création de l'UPG, vous pouvez lire le manifeste et la déclaration de principes de notre parti. Le 15 septembre 1991, nous avons défini notre parti comme un parti du centre. Un parti du centre est fait pour la vérité institutionnelle. C'est-à-dire que si le gouvernement a tort, il faut lui dire qu'il a tort. Si ceux qui se réclament de ces antagonistes du gouvernement ont tort, il faut le leur dire. Donc nous sommes un parti du centre. Depuis toujours. Au temps de Conté, nous n'étions pas opposition radicale. Non. Nous avons conseillé à Conté un certain nombre d'actes pour que les lois constitutionnelles qu'il a signées, qui instaurent le système démocratique chez nous, par la création de partis politiques multiples, pour que ça ne soit pas une lettre morte, il fallait qu'il soit hardi pour discuter avec les partis politiques. Je lui ai demandé cela par écrit. Le 11 janvier, j'étais à Zirekoré, on m'a appelé
le ministre de l'administration du territoire, René Alcine Gomez, paix à son âme, pour dire que le président me reçoit le 11 janvier 1993. J'ai pris l'avion, je suis venu ici, et j'ai dit au président Conté ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui pour Alpha Condé. Vous avez permis la création des partis. Si vous ne dialoguez pas avec ces partis pour résoudre les problèmes qui se posent dans notre pays, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je lui ai expliqué en quoi il doit discuter avec les partis. Conté a accepté, et depuis lors, les partis se sont exprimés à la RTG, et chaque parti a pu tenir son meeting sans être entravé fondamentalement, sauf dans des cas particuliers. Et c'est le même travail qu'on fait aujourd'hui. Si le président de la République a raison, il est de notre devoir de soutenir sa vérité, parce qu'elle est conforme à la loi guinéenne, à la Constitution et à l'intérêt national. Si le président a tort, en dépit de l'amitié qui nous lie, parce que nous sommes des compagnons d'armes, n'est-ce pas? On l'a dit clairement. Donc aujourd'hui, notre parti s'est défini au centre, c'est pourquoi il appartient au club des Républicains. Vous comprenez? Donc ici, il ne faut pas que vous ayez de la peine à nous définir. Nous sommes un parti du centre. Et on a joué un rôle du centre lorsque l'opposition radicale a dit qu'elle n'allait pas au dialogue. Ben, j'ai reçu mandat du club d'approcher l'opposition radicale en la personne de son leader de fait, M. Cellou Dalein Diallo. On s'est réunis plusieurs fois chez moi, à mon domicile, et je lui ai démontré que sa position de ne pas aller dialoguer était incorrecte. Parce qu'on ne peut pas critiquer les conclusions d'un dialogue auquel on n'a pas participé. Pour fonder ses critiques contre l'orientation du débat, il faut qu'il soit là. Donc après de multiples considérations, ils ont fini par accepter, et nous avons structuré le comité de dialogue de telle manière que tous les courants soient représentés. C'est ce travail que nous avons fait. Malheureusement, les suggestions que j'avais faites au chef de l'État, à savoir, il a maintenant le rapport du dialogue, le seul point valable qui a été adopté lors de ce dialogue, c'est l'unanimité pour qu'on fasse l'audit du fichier. C'est le seul point. Tous les autres points, il n'y a pas eu d'accord. Parce que les gens disent, oui, il y a l'accord sur le respect de l'autorité de l'État. Mais non, l'autorité de l'État, c'est réglé par la loi. Que ça plaise à un Guinéen ou pas, s'il ne respecte pas la loi, eh bien, il encourt les sanctions, n'est-ce pas, induites. Donc ici, il y avait des points précis, la restructuration ou non de la CENI, le remplacement de l'OCENI, tous ces points-là avaient été occultés lors du dialogue. Donc j'ai conseillé au président d'appeler les principaux acteurs pour lire ensemble les conclusions du dialogue et savoir pourquoi on ne s'est pas mis d'accord sur tel ou tel point. Je regrette que jusqu'ici, il n'ait pas cru devoir faire cela. Et s'il ne le fait pas, malheureusement, la rue va être encombrée par des manifestations qui vont avoir in fine pour résultat de le gêner. Parce que si le Dalein Diallo n'a pas de bilan à présenter, si Diatou n'a pas de bilan à présenter, Lansana Kouyaté n'a pas de bilan à présenter, c'est lui qui a une obligation de bilan. Et si il est confiné à réprimer les manifestations, ben, on crée une situation qui ne donne pas confiance à l'étranger. Or, il faut que les étrangers viennent pour investir dans notre pays. C'est ça les problèmes qu'il faut résoudre. On n'a pas besoin d'être opposant radical ou non. Il s'agit de coller aux intérêts de la Guinée. C'est ça. Coller aux intérêts de la Guinée, vous disiez tout à l'heure que vous êtes centriste, pourtant le commun de Guinée trouve que vous êtes plus proche du pouvoir en place, vous disiez tout à l'heure que vous êtes aussi ami au chef de l'État, vous bénéficiez aujourd'hui quelque part de certains de privilèges que d'autres anciens premiers ministres n'ont pas. Par exemple, vous avez la chance d'avoir un garde-corps à vos côtés, ce qui n'est pas le cas pour Cellou Dalein Diallo qui est ancien premier ministre. Diallo a eu des problèmes avec le gouvernement. Ces privilèges dont vous parlez ne sont pas écrits dans la loi. Vous comprenez? Mais il est normal qu'un premier ministre soit protégé contre les aléas de la vie courante. C'est pourquoi, dans les grands pays, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, l'État, pour son intérêt, est obligé de les protéger. Parce qu'ils connaissent les secrets de l'État. Si Al-Qaïda venait à enlever le ministre de la Défense des États-Unis, ce serait une catastrophe. Vous comprenez? Donc ce n'est pas pour mon bien. C'est dans l'intérêt de l'État que je suis protégé. Puisque je suis le dernier premier ministre sortant, il est normal que je continue à être protégé dans une certaine mesure. Vous comprenez? Bon, Cellou a eu des problèmes avec
le gouvernement. Et d'après ce qu'on a dit dans les milieux gouvernementaux, ces gardes du corps auraient participé à molester dans les manifestations les membres des forces de l'ordre. C'est pourquoi on les a pris, on les a mis en prison. Donc, je ne connais pas les mots fins, les fins mots, je veux dire, des relations entre cellules d'Alain Diallo. Donc, je n'ai pas de privilèges particuliers. Vous comprenez? Je n'ai pas de privilèges. Ce n'est pas le cas avec Sidia Touré, avec Lansana Kouyaté et autres. Vous connaissez les problèmes entre Lansana Kouyaté et le président de la République. Et je vous ai dit que ces privilèges-là ne sont pas inscrits dans un code. Vous comprenez? S'il plaît au président demain d'enlever les gendarmes chez moi, ben, je n'ai pas de base légale pour lui dire de les maintenir. Vous comprenez? Je n'ai pas sollicité, on me les a donnés, ils étaient avec moi. J'avais avant, quand j'étais Premier ministre, une garde rapprochée de plus de... Je n'ai pas trahi le secret. De nombreux militaires, des bérets rouges, des bérets verts, des gendarmes et des policiers. Maintenant, rien ne justifie que j'ai toute cette armée-là derrière moi. Vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas des privilèges. C'est vrai, Alpha Condé est un compagnon de lutte. Si je ne le dis pas, ce n'est pas correct. Bam Madou est un compagnon de lutte. Sidia Diallo est un compagnon de lutte. Et rien ne peut empêcher que l'on affirme cela. Mais ça ne veut pas dire que je suis le sosie d'Alpha Condé. Ça ne veut pas dire qu'il pense par ma tête ou que je pense par sa tête. Mais quand je l'approche, c'est dans le but que notre génération n'échoue pas. Parce que c'est terrible. Et je l'ai dit, je répète encore à votre micro, nous avons critiqué Lansana Conté à l'endroit et à l'envers. On ne lui a pas fait cadeau de nos critiques. Mais il n'est pas normal que l'un d'entre nous, quand il a le pouvoir au sommet, répète les erreurs qu'on a reprochées à Lansana Conté. Ça, ce serait vraiment la pire chose qui peut arriver. Si nous avons le pouvoir, c'est de développer la démocratie, c'est de développer le dialogue. Parce que Conté, à un moment donné, était fermé au dialogue. Il nous a fallu 3 mois pour le convaincre de créer une commission électorale nationale indépendante. Parce qu'il disait qu'il était le seul souverain en Guinée. Or, la loi ne dit pas qu'il est souverain. C'est la nation qui est souveraine. Vous comprenez? Il incarne une partie de la personnalité de la nation, mais il n'est pas la nation. Aucun président, ni Alpha Condé, ni Lansana Conté, ne sont la nation. Voilà. Donc ici, la question qui est posée n'est pas le problème de mes relations personnelles avec Alpha Condé, c'est l'organisation des élections dans laquelle il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'électeurs fictifs, il n'y a pas de bureau de vote fictif, que le fichier soit établi sous le contrôle de tout le monde et que c'est transparent. Si c'est comme ça, c'est bon. Et j'ai promis que si nous allons à l'Assemblée, je n'accepterai pas que des gens bloquent le gouvernement par fantaisie, simplement pour faire acte d'opposition. Parce que il s'agit de faire de bonnes lois pour faire avancer notre pays. Si les projets de gouvernement sont bons, il est du devoir de chaque député en conscience et de voter la loi. Si ce n'est pas bon, on fait des propositions d'amendement. Si c'est le budget, si ce n'est pas équilibré dans les investissements entre les différentes régions, alors nous allons critiquer, nous allons demander la modification. Mais on ne va pas là-bas pour bloquer le gouvernement. C'est un non-sens, c'est une ineptie. Voilà. Okay, là déjà je vois déjà dans votre manteau de président de l'Assemblée nationale déjà comme ça, en parlant comme ça. Mais avant d'y arriver, il faut que les électeurs partent voter comme vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui le problème qui se pose, on ne sait pas, est-ce qu'il faut partir à un recensement intégral ou il faut partir à la révision de la liste électorale aujourd'hui. Il y a aussi le problème de l'opérateur qui se pose, Waymark qui est là actuellement sur le terrain. Or au départ c'est la SAGEM qui avait gagné ce marché par appel d'offres. Quelle est votre position par rapport à cette situation qui se pose aujourd'hui? Je ne soutiens pas Waymark parce que Waymark est apparu comme ça en catimini sur le marché. C'est le PNUD qui a fait un appel d'offres international et le marché a été donné à la SAGEM, qui est une société qui a fait ses preuves au Mali, qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire, au Togo et un peu partout. Et les gens ont fait confiance à son fichier. Et je ne vois pas pourquoi il faut faire venir Waymark, parce qu'on a les prémices de la compétence et des limites de l'autre. La compétence de Waymark, il recense, chaque kit recense de 150 à 200 personnes par jour. Waymark de 50 à 60. Est-ce qu'on peut hésiter? C'est SAGEM qui fait de 150 à 200.
Oui, la SAGEM, je m'excuse. Hein, la SAGEM recense, un kit de la SAGEM recense de 150 à 200 personnes par jour. Et la WEMAC, la société sud-africaine, c'est de 50 à 60. Mais je pense que si on veut faire des élections transparentes, si on veut gagner du temps, on ne peut pas hésiter. Alors, donc, c'est tout ça qui crée la méfiance entre la CENI et les acteurs politiques. Monsieur Lonseni dit que non, c'est WEMAC, que ça plaise ou pas. Non, on n'est pas là pour faire ses plaisirs. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la Guinée. WEMAC ne peut pas, n'a pas le niveau de rendement, n'a pas le niveau de la qualité de la SAGEM. Donc, je pense que si on aime la Guinée, si on veut un vrai parlement, si nous voulons être crédibles à l'extérieur, il faut faire venir l'opérateur qui a déjà fait ses preuves. C'est ça. Et c'est tout cela, l'obstination de M. Lonseni Camara et de tous ceux qui le soutiennent, qui font que qu'on met de l'eau au moulin du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Parce que nous aussi, nous voulons la transparence, pas parce que nous sommes du centre. Nous allons dépenser de fortes sommes pour nous préparer à aller aux élections. On ne peut pas jeter l'argent là par la fenêtre comme ça, en sachant que le fichier n'est pas correct, en sachant que toutes les opérations pour constituer le fichier sont opaques, hein, sont sombres, sont noires. Vous comprenez, on ne peut pas accepter ça. Ou c'est des élections, ou c'est des cooptations pour aller à l'Assemblée. C'est ça. Au-delà du problème de la CENI, si vous aviez aujourd'hui un bâton magique pour résoudre le problème de la situation qui prévaut actuellement, que proposerez-vous? J'ai proposé, le collectif a accepté ma proposition. Le président avait dit, après qu'il ait autorisé de faire le dialogue, que vous allez dialoguer, mais on ne touche pas à la CENI. On ne touche pas au président de la CENI. Il faut travailler avec WEMAC. Donc ça a un peu enlevé du sérieux au débat. Donc le président ne veut pas qu'on touche au président de la CENI. Le chef de l'État ne veut pas qu'on touche au président de la CENI. L'opposition radicale dit il faut enlever le CENI. Nous avons fait un débat ici, au sein du CDR. J'ai dit, je crois qu'on peut donner raison à l'un et à l'autre. On ne touchera pas à l'OCENI. On ne fera pas les élections avec l'OCENI. Alors comment ça? Il dit, ben, on va prendre une personnalité crédible, un Guinéen crédible, et on met l'OCENI entre parenthèses. Ces messieurs mènent le processus à son terme pour les législatives. Après, on va discuter de la suite pour les communales et les élections locales. Parce qu'on ne peut pas bloquer la vie d'une nation à cause d'un individu. Même si c'est mon propre fils. S'il est l'objet de rejet de la population, je l'enlève. Alors quel est l'objet de cette résistance, n'est-ce pas, à la vérité, à la clarté, à la transparence, à la crédibilité? Je ne comprends pas. Je dis que ça m'échappe. Et non, je n'ose pas imaginer que ce soit pour des raisons sordides. Vous voyez? D'accord. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous sommes avec Monsieur Jean-Marie Dory. Il est le secrétaire général de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée. Il est aussi l'ex-premier ministre sous la deuxième phase de la transition en Guinée. C'est lui que nous recevons aujourd'hui pour cette interview. Avec lui, nous parlons de plusieurs sujets. Et maintenant, nous allons revenir à la transition, dont d'ailleurs vous avez été le tout-puissant premier ministre, au temps du général Sekouba Konaté. Et à cette époque aussi, on a parlé de marché gré à gré, dont récemment la presse guinéenne faisait écho. On disait, je cite, la presse guinéenne a récemment dit que vous étiez un adepte de cette pratique sous la transition. Je ne sais pas dans quel marché de gré à gré. J'ai pris en charge le gouvernement à un moment où plus de 60% des jeunes diplômés guinéens sont en chômage, où les retraités perçoivent des pensions qui ne permettent même pas de payer le transport de la haute banlieue en ville. Devant ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Un pays qui veut devenir une vraie nation inventorie d'abord ses moyens propres avant de tendre la main à l'étranger. Or, qu'est-ce que la Guinée? On a prétendu que c'est un scandale géologique. C'est une richesse presque inépuisable. Est-ce que vous pensez que nous allons rester les bras croisés
pour voir fondre l'énergie de notre jeunesse, il faut la mettre au travail. Qui défile dans les rues, qui manifeste? Je crois que 80% des manifestants sont des chômeurs. Il faut en dégager les rues, pas en mettant les gens en prison. Il faut les mettre au travail. Donc, j'ai trouvé des contrats qui avaient déjà été signés par mes prédécesseurs depuis le temps de Conté. Et les gens vivaient dans les hôtels ici, à dépenser leur argent. Je les ai libérés. Et depuis, j'ai des contrats, allez-y. J'ai donné l'autorisation de signer 3 contrats. Avec 2 avec la Chine, 1 avec les États-Unis, puis de petites histoires comme ça, puis les infrastructures routières. Je vais revenir là-dessus. Avec beaucoup de force et d'énergie. Donc, on a signé ce contrat, et notamment le contrat avec Hyperdynamique. Hyperdynamique était à Conakry depuis 13 ans. Les gens tendaient la main. Ah, si vous me donnez ça, je vais faire adopter par le président Conté, ou bien je vais faire signer par l'Assemblée nationale. Je ne vais pas dire le nom des gens. Et j'ai trouvé que, vous savez, chacun est un peu tenu par sa base, que celui qui a amené cette société ici est un garçon de Lola. Vous comprenez, il s'appelle Kourouma. C'est le fils de notre ami Laï Kourouma qui est au RPG. Alors il est venu me voir. J'ai donné le projet de contrat qui traîne depuis 13 ans à M. Fofana, qui était mon conseiller pour les mines, l'actuel ministre des Mines, d'étudier, de me dire si on peut signer le contrat. Il y avait un peu de bis-bis entre mon conseiller et le ministre des Mines de l'époque, M. Thiam. Ils ont aplani leur divergence et on m'a dit qu'on peut signer maintenant le contrat. Alors, j'ai convoqué les Américains qui étaient accompagnés par M. Herman Cohen, l'ancien ministre américain chargé des affaires africaines, et on a signé le contrat, publiquement. Vous comprenez? C'était une juste réparation. Parce que c'est des gens qu'on a pillés ici. Or, il faut que la Guinée, le pétrole guinéen coule. C'est ça. J'assume la responsabilité des contrats que j'ai fait signer. Et j'ai les raisons pour lesquelles j'ai fait signer. Si quelqu'un peut trouver qu'on a eu des dessous de table, il est libre de faire ce qu'il fait. Vous comprenez? Mais je constate aujourd'hui que ceux qui ont dit qu'ils ont trouvé un pays et non pas un État, ceux qui ont fait une sorte de refrain à chanter sur tous les tons que le gouvernement de la transition a signé des contrats de gré à gré, ben écoutez, depuis le changement de régime, moi je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des appels d'offres lancés par le gouvernement pour signer le contrat, et pourtant il y a des activités d'immeubles sur le terrain de l'État qui ont été faites. Donc ici, notre gouvernement est tellement à l'aise, nous sommes tellement fiers de ce qu'on a fait. Je revendique totalement ce que nous avons fait pendant la transition. Puis un jour, j'ai vu passer un document concernant le paiement d'une facture pour l'abbé à Anco 5, qui a fait des travaux urbains, de bitumage et de construction d'un pont. À partir de ce document, j'ai donné l'ordre qu'on paye la facture, puisque le travail a déjà été fait. On m'a dit, ah oui, mais c'est un programme sur le budget national pour bitumer la basse Guinée, bitumer la moyenne Guinée, bitumer la haute Guinée. J'ai dit au ministre de m'amener tous les dossiers, il m'a amené. J'ai fait venir Paul Faber, mon conseiller chargé des infrastructures. Mais il manque un dossier, puisque c'est par région. Oui, mais il n'y a aucun dossier pour la forêt. J'ai dit, pourquoi? Ah, c'est comme ça. Vous comprenez? Or, c'est pas comme ça. Si on doit financer des projets de travaux routiers pour la Guinée, sur le budget national, il faut que ce soit en équilibre entre les 4 régions naturelles. Je l'ai fait la même chose si le Fouta manquait à l'appel. Si la Haute-Guinée manquait à l'appel, si la Basse-Guinée manquait à l'appel. Donc, j'ai mis en demeure le ministre d'évaluer les travaux de bitumage des voies urbaines à Guéguédou, à Massanta, à Zérekole, à Lola, à Yomu et à Bela. Vous comprenez? Ça fait 35 km de voies urbaines à Zérekole, 15 km à Lola, 15 km à Guéguédou, 7 km à Massanta. Et Yomu, on a dit qu'on va reprofiler la route qui va de Zérekole à Yomu, puis
de Pela à Djeké. Puis le lac continuait jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, puis à la frontière avec le Libéria par Thio. J'ai donné l'ordre de signer. Vous comprenez? Parce que c'est justice. Et j'ai choisi la société qui a fait ses preuves sur le plan mondial de sa capacité. On n'a pas pris parce qu'il s'appelle... C'est Andrade Gutiérrez, mais qui, pour des raisons de participation au marché, aux appels d'offres de l'Europe, sous financement européen, a créé une filiale portugaise qui s'appelle Zagopé. Et j'ai donné le marché à Zagopé. C'est moi qui ai donné le marché à Zagopé. Et la facture s'élève à combien de l'AB dont vous parlez? Mais si vous parlez de facture, il y a des régions où c'est déjà le double de ce qui a été prévu pour la forêt. Vous comprenez? Hein? Je vous cite un exemple. Le premier marché qui a été donné à Cancan pour les voies urbaines prévoyait la largeur des routes de 7 mètres, des rues, 7 mètres, les voies principales. Puis, entre-temps, avec le changement, on a porté la largeur des voiries de Cancan à 15 mètres. Ça veut dire qu'on n'a plus que doublé. Vous comprenez? 7 plus 7 égale 14, plus 1 mètre, ça fait 15 mètres. Alors, vous comprenez? Donc ici, je ne veux pas que les gens s'amusent à raconter des histoires comme ça pour trouver leur place au soleil. Non. Nous avons fait un travail d'équilibre entre les régions. Si vous avez 5 à partager, il faut donner 1 à chacun. Là où il y a un besoin plus criard, vous ajoutez le reste. Mais on ne peut pas partager le budget national et oublier ostentatoirement une région. Et moi, je suis parti inaugurer les travaux à Zérekouré. Puis c'est la capitale régionale qui végétait dans la poussière en saison sèche et dans la boue en saison des pluies. Et c'était justice. Et je suis parti inaugurer avec l'assistance de notre ami Brahma Condé, qui était le général Brahma Condé, qui était gouverneur à Zérekouré, avec les notables, avec tout le monde. Et les travaux ont commencé immédiatement. J'ai mis les Brésiliens en démarre de commencer. Ils ont commencé tout de suite le travail. Mais 2 mois après notre sortie du gouvernement, j'ai appris qu'on a arrêté les travaux. Puis un ministre imbécile est parti dire là-bas que, vous voyez, on a arrêté les travaux parce que M. Doré a détourné avec le général Konaté les fonds destinés aux travaux. Je vais vous expliquer pourquoi ce ministre est un imbécile. S'il vous plaît, je dis un ministre. C'est un imbécile. Mais en latin, imbécilis veut dire faible d'esprit. Quand des tâches sont financées par le budget de l'État, l'argent n'est pas mis à disposition, c'est pas là. Vous comprenez? C'est au fur et à mesure des rentrées, des impôts et des taxes que l'on autorise le mandatement pour payer. Donc vous ne pouvez pas prendre de l'argent affecté à la construction des routes. Vous comprenez? Même si c'est un pays tiers qui donne l'argent pour financer des travaux, le décaissement obéit à des normes. Vous ne pouvez pas décaisser n'importe quoi. Vous comprenez? Donc ici, je crois qu'il y a longtemps qu'on a abandonné cette histoire de marché de gré à gré, parce que nous sommes en plein maintenant dans les marchés de gré à gré. Voilà. Donc je crois le combat doit cesser sur ce terrain, faute d'objet. Hein? Voilà. Toujours dans le même registre, je reviens juste, on a aussi parlé d'une affaire de dessous de table s'élevant à 60 millions d'euros où vous aurez contribué, on parlait d'une centrale thermique, je crois, en Roumanie à l'époque, en Roumanie. La presse guinéenne en a fait écho à l'époque, 60 millions de dessous de table. C'est pas notre temps. Ce qui se passe entre la Roumanie et la Guinée, c'est une affaire d'avion, d'hélicoptère, du président de la République. Le commandant de l'aéroport est venu me voir que nous avions notre hélicoptère qui avait été acheté. Oui. Pendant que j'étais Premier ministre, les militaires sont venus me voir pour dire que l'hélicoptère du président de la République avait été en révision. Il avait des petits problèmes en France. Et la France, qui avait une filiale, la société française chargée de ce travail, avait une filiale en Roumanie. Alors, vous savez qu'avec l'arrivée des militaires au pouvoir, on avait mis la Guinée à l'index, qu'on ne pouvait pas importer en Guinée du matériel militaire. Donc la France savait pertinemment que l'hélicoptère là, c'est pour le président de la République, donc ce n'est pas du matériel militaire. Bien que ce soit les militaires qui conduisent, ce n'est pas un hélicoptère destiné à l'armée.
Donc les militaires sont venus me voir, M. Doré, il nous reste, je crois, 2 millions de dollars pour payer la réparation. C'est pour le président. Et c'est urgent. Vous savez, ici, les moyens de communication par avion sont un problème entier. Donc, il fallait faire rentrer l'avion qui était déjà réparé. J'ai autorisé le virement de 2 500 000 euros en France. Mais comme la France avait envoyé l'avion, l'hélicoptère en réparation en Roumanie pour une question de coût, parce qu'ils font réparer par un pays dont les salaires sont très bas, et quand ça revient, la France maintenant nous fait une facture comme si ça a été fabriqué en France avec le coût salarial, n'est-ce pas, très élevé. Bon, on était surpris de dire que la Roumanie a bloqué notre hélicoptère. Ça, c'était le petit contentieux entre la France et nous. J'ai mis l'ambassade de France en demeure de restituer l'avion immédiatement. Vous comprenez? Il n'y avait pas de 60... Je ne suis pas au courant qu'il y ait des affaires d'affaires. Moi, je voulais acheter un avion, puisque vous ne connaissez pas le problème, je vous le dis. Je voulais acheter un avion pour les voyages du chef de l'État. Hein? On m'a fait une proposition correcte pour acheter un avion vraiment présidentiel pour éviter les locations qui sont beaucoup plus chères. Hein? Et on s'est mis d'accord avec le... Puis j'ai été voir le général Konaté. On m'a dit, ah, M. Doré, les gens vont dire que nous faisons des dépenses luxueuses, n'est-ce pas? J'ai dit, non, ce n'est pas votre avion à vous. C'est l'avion du président de la République de Guinée. C'est pour tout président qui viendrait. Ce moment-là, il n'a pas compris. Maintenant, je sais pourquoi il ne voulait pas. Mais ça, c'est mon affaire à moi. Donc, il n'a pas voulu. Puis, il voulait faire des voyages. Ouad lui a envoyé un avion militaire qui a failli se casser la figure vers Tambacounda. Alors, il est venu me dire, bon, ah, monsieur le Premier ministre, faites venir l'avion, là, on paye tout de suite. J'ai dit, non, le propriétaire est parti, quelqu'un d'autre a acheté. Vous comprenez? Et on ressent ça, le besoin aujourd'hui. Quand vous êtes un homme d'État, quand vous avez réfléchi sur un problème, que vous avez trouvé la solution qui emporte la conviction de votre intelligence, hein, sur la base des études faites par les conseillers d'une façon responsable, il faut prendre la décision sans vous préoccuper de savoir. On va vous critiquer toujours, quoi qu'il arrive. On va toujours vous critiquer. Mais il faut prendre la décision défendable. C'est ça. Si des gens font des magouilles, ça, je ne suis pas de cela. Voilà. Donc ici, je vous le dis, décrit clairement que Doré dit que c'est des inepties. Les gens qui parlent de ça, on parle que moi j'ai une affaire de 60 millions en Roumanie. Moi, je ne me suis jamais occupé de la Roumanie qu'à cause de notre hélicoptère. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette interview et nous ne terminerons pas sans que nous vous remontions l'information qui circule un peu partout à Conakry. C'est toujours dans le cadre de la transition. Il se dit que vous avez conclu un deal avec le chef de l'État actuel lorsqu'il était opposant avant la tenue du second tour. Le deal dit quoi? Vous lui donnez le pouvoir et par après, il vous met à la tête du perchoir, il vous met à la tête de l'Assemblée. C'est ce qui se dit un peu partout à Conakry, ici. Donc, en quelque sorte, vous avez donné le pouvoir sur un plateau d'or à M. Alpha Condé. Écoutez, je réaffirme solennellement qu'Alpha est un compagnon d'armes. Nous étions 4 compagnons. Lui et moi, nous restons sur la scène. On se fréquente quand le temps nous est donné, mais il n'y a pas de deal entre lui et moi. Je ne lui ai pas donné le perchoir. Le pouvoir, pardon. C'est un lapsus. Comment voulez-vous que je donne le pouvoir à quelqu'un puisqu'il y a le vote? Moi, j'ai un vote. Je vais vous expliquer. Les gens pensent que le fait qu'on n'ait pas fait le vote le 4 août, c'était pour favoriser Alpha Condé. Non. C'était pour la transparence. Parce que j'étais contre l'organisation des élections le 27 juin. Catégoriquement. Mais parce que rien n'était prêt. Parce que quand on m'a nommé Premier ministre, moi je suis un homme d'État. J'ai appris comment on gouverne les États. Vous comprenez? J'ai un doctorat en sciences politiques. J'ai un doctorat en polémologie. Vous comprenez? Je suis licencié en droit. J'ai étudié
les systèmes politiques qui gouvernent le monde. J'ai étudié l'histoire des régimes. Vous comprenez? Je sais comment on gouverne. Donc, j'ai lu le dossier des élections en cours et j'ai trouvé que rien n'était prêt. Par exemple, dans Koyama, au sud de Massanta, il y a des bureaux de vote qui étaient situés à 40 km des villages. On ne sait pas pourquoi. On n'est pas dit par un hameau et on a dit les 5 villages environnants, certains sont à 15 km, 5 km, 40 km doivent venir voter. Et si vous ne trouvez pas que c'est pour empêcher les élections, à Sigiri, à Kankan, vous pouvez poser la question à Alpha Condé et aux gens de la CENI, il y avait des bureaux de vote situés à 16 km. Ou bien alors, 2 villages qui doivent voter dans un même bureau de vote, celui-ci a 800 électeurs, l'autre a 50 électeurs, on met le bureau de vote dans le village où il y a 50 électeurs. C'est la fraude, c'est raffiné. Donc ici, je dis non. C'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement. Il faut modifier ça. Il faut remettre les bureaux de vote dans les lieux d'accès facile. Pourquoi? Parce que la loi dit que le bureau de vote ne peut pas être situé à plus de 5 km, je crois, du lieu du vote. C'est pour corriger ça. C'est pour corriger ça. Peut-être ceux qui ont fait ça voulaient favoriser un candidat. Bon. Si c'est retard-là, pour redresser, pour amener la transparence à favoriser Alpha Condé, tant mieux pour lui. Mais dire que moi j'ai été le maître au pouvoir, si c'est l'interprétation qu'on donne, bon écoutez, moi je ne peux pas, j'aime trop la liberté pour la confisquer à quelqu'un. La liberté de penser est reconnue par la Constitution à chacun. Si ce terrain-là, je ne marche pas. Je ne marche pas. Ceux qui disent ça sont des gens de mauvaise foi. Je ne nie pas, je vous le dis, écrivez en bonne lettre. Alpha est un compagnon de lutte, comme Bab Madou l'était, paix à son âme, comme Siradiou l'était, paix à son âme. Et je suis intéressé, Alpha fait bien, ça me flatte. Parce que je dis, oui, c'est notre génération qui produit ça. Quand il fait mal, ça m'attriste parce que ça accuse notre génération. C'est pourquoi j'ai pensé à un moment donné, en âme et conscience, il fallait que je porte sur la place publique ce qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai dénoncé ce qui est en train de se passer et qui risque de créer des confusions dramatiques dans notre pays. Parce que vous savez, tous les conflits qui ont endeuillé l'Afrique, anglophone, lusophone, francophone, hispanophone, c'est parti des élections frauduleuses. Je vais vous rappeler quelque chose. J'ai reçu beaucoup de délégations gouvernementales, d'institutions internationales qui sont venues me voir, M. Doré, il faut accélérer pour qu'on fasse des élections immédiatement. C'est le groupe de contact qui disait ça. Nous sommes là pour vous accompagner. Je dis, écoutez, cessez de dire des bêtises. Vous voulez m'accompagner, vous êtes devant moi. Celui qui vous accompagne, au plus, il est à côté de vous. Mais vous ne pouvez pas dire que vous m'accompagnez en prenant des décisions que moi, je n'ai pas encore objectivées. Vous comprenez? Alors, le débat avait atteint un tel degré d'intensité que Tejane Kaba, l'ancien président de Sierra Leone, a dit vraiment, je m'excuse, gentlemen, je suis obligé de me mettre de côté de M. Doré. J'adhère à son argumentaire. Parce qu'une élection frauduleuse a amené une guerre de 13 ans dans mon pays. Et je me suis opposé. Il y a un ministre américain, un certain M. Carson, qui m'a téléphoné pour me menacer. Il a coupé la communication. Parce que ce n'est pas dans son pays. Il n'y a jamais de guerre suscitée par de mauvaises élections aux États-Unis. Le pays là-bas est rodé pour ça. Hein? Mais chez nous, ici encore, il y a le sentiment, il y a l'ethnocentrisme, il y a le régionalisme. Tous les ismes négatifs là se conjuguent, n'est-ce pas, dans nos pays pour que les choses ne marchent pas comme c'est programmé par le fabricant. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette interview. Nous n'allons pas terminer aussi sans revenir sur le différend qui existe entre deux des acteurs de cette transition. Je veux parler du général Sekouba Konaté, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Tonton, vous le disiez, et le capitaine Moussa Dadis Camara, que vous connaissez aussi très bien. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce différend qui oppose ces deux personnes qui ont été à un moment donné au sommet de l'État ici en Guinée? Si vous n'étiez pas mon fiston, j'allais dire que vous êtes vicieux. Voilà. Ces deux acteurs, je les connais bien.
Sékou Konaté a été mon chef direct